marché de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Que reste-t-il de notre démocratie? Peut-elle être sauvée? Et si oui, comment? Ce sont les questions posées par le documentaire Meeting Snowden. Sa réalisatrice et auteure Flore Vasseur est notre invitée ce soir. Marie-Ange Philippi remontera, elle, aux sources de l'utopie numérique avec Fred Turner. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. On a confiance en vous. C'est le principal. Flore Vasseur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, nous sommes à Moscou en décembre 2016. Le lanceur d'alerte américain, Edward Snowden, le professeur de droit Larry Lessig et l'une des fondatrices du parti pirate islandais Birgitta Jónsdóttir sont réunis en toute discrétion dans une chambre d'hôtel. Alors, sur fond d'ingérence russe dans les élections américaines, à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump, dans un contexte international extrêmement tendu, les trois protagonistes se posent une question simple. Comment sauver la démocratie? Alors, Flore Vasseur, je ne vous pose pas la question, mais je vous pose une autre question. Comment est née l'idée de cette rencontre? Alors écoutez, c'est né de plusieurs choses. D'abord, moi, ça fait des années que, en tant que romancière, je m'interroge à cette société dans laquelle nous vivons et que j'essaie de la comprendre et de la décortiquer. Tout mon travail porte sur la question qui gouverne et donc je cherche en fait en permanence dans le cadre de ces investigations qui sont qui ont jusqu'à présent été des romans. J'ai croisé la route d'un certain nombre de personnes, dont celle de Larry Lessig qu'on voit, qui est l'une des personnes effectivement du film et qui est ce professeur de droit à Harvard, patron de la chaire de droit à Harvard, donc sérieux parmi les sérieux. Enfin, c'est tout sauf un complotiste, anarchiste, etc. Et qui pose très calmement après avoir étudié la question avec un centre de recherche qu'il dirige à Harvard, que nous ne sommes plus en démocratie et que l'argent corrompt le vote et corrompt la décision politique. Donc j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand c'est dit par quelqu'un qui a cette stature intellectuelle-là, ça change tout. Donc il se trouve que ça fait longtemps que je le suis, que je suis son travail, et puis lorsque il se présente à la candidature américaine pour être lui-même candidat à la primaire démocrate, nous avons déjà travaillé ensemble plusieurs fois et je me dis que je vais le suivre pour faire un film sur sa candidature. Et en fait, il s'arrête tout de suite. Oui. Il est stoppé par le Parti démocrate qui utilise un règlement... Le système met en place des critères trop contraignants pour lui. Clairement, il lui barre l'accès au studio. Donc là, je me dis, là, c'est quand même terrible, quoi. C'est le Parti démocrate qui bloque l'un des siens pour qu'il ne parle pas de ce sujet. Et pour laisser la route à Hillary Clinton. Et on discute ensemble et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter en fait les gens sur ce truc-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de gangréner absolument tous les aspects de la société. Et on a l'idée de ce film. En tout cas, l'idée d'une conversation entre lui et un certain nombre de figures de la lutte pour la démocratie, en fait. Et c'est des personnes comme Birgitta Jónsdóttir, comme Edward Snowden, qui font un travail absolument admirable, qui est pour moi très sous-estimé, par nous, journalistes, qui est souvent mal compris, qui est vite ramassé et caricaturés, alors qu'ils ont une parole d'une intensité et d'une intelligence qui me paraît absolument dingue. Et donc, dans la conversation, on se dit qu'il faut qu'on réunisse un certain nombre de ces personnes-là. Tout de suite, on pense à Birgitta, et donc on l'embarque, et on l'emmène, et on fait ce film. Ça a été difficile à monter, cette rencontre, de par la personnalité de par la présence, non pas la personnalité, mais la présence d'Edward Snowden. Je vais vous décevoir, mais non, c'était pas compliqué, en fait. C'était pas compliqué, et je ne sais pas exactement pourquoi. Je m'attendais à quelque chose de compliqué. Mais on rappelle peut-être les conditions de vie d'Edward Snowden en exil depuis 2013. Bien sûr, Edward Snowden, suite aux révélations qu'il a faites de surveillance de masse des États-Unis sur la population mondiale et surtout contre sa propre population, c'est un ancien agent de la NSA qui a fui à Hong Kong et qui a donné ces informations à deux journalistes indépendants de son choix. Et en fait, depuis Hong Kong, il a demandé l'asile politique à un certain nombre de pays, dont le nôtre. 21. 21 pays, exactement, vous avez bien suivi. Et en fait, tout le monde a refusé.
Et le seul qui lui a ouvert la porte, après 39 jours dans la zone de transit de l'aéroport, c'est Vladimir Poutine. Donc, Edward Snowden est aujourd'hui en résidence, il a une résidence, une autorisation de résidence en Russie, à Moscou, où il vit. Et s'il sort du territoire, la police américaine, l'Interpol, le capturera pour le traîner devant une cour martiale aux États-Unis, où il est attendu. Et Edward Snowden, depuis toujours, dit qu'il serait ravi de rentrer dans son pays. Tout ce qu'il demande, c'est un procès équitable. Parce que quand vous êtes jugé par la cour martiale, en fait, c'est sans avocat, sans presse, sans témoin. Donc autant vous dire que vous donnez... pour quelqu'un qui, en fait, a fait de sa vie, de sa cause, une vie, et qui donc a sacrifié sa vie, finir comme ça sans la possibilité de s'exprimer sur son acte, c'est renier tout ce qu'il a fait. Donc voilà, pour l'instant, il communique toujours cette même... ses avocats communiquent toujours cette même position. Et oui, il vit en Russie. Donc la Russie, c'est un très grand pays et c'est loin d'être le bagne. Donc voilà, c'est une découverte pour lui. Ce qui est un apprentissage, c'est que c'est un Américain patriote au sens le plus pur du terme. Il vient d'une famille de militaires. Il a lui-même combattu ou tenté de combattre en Irak. Il a servi la CIA. Il est contractant de la NSA. Enfin, c'est quelqu'un qui a une autre estime de son pays. Donc pour lui, être en Russie, c'est quand même pas n'importe quoi quand on vous a biberonné depuis l'enfance que c'est le mal absolu, que c'est le méchant, que c'est l'ennemi. Donc voilà, donc ce film pose aussi cette question de notre propre regard sur qui sont les mauvais, qui sont les gentils, quelles sont les histoires qu'on nous a racontées, et sur cet affrontement, et sur la question de la démocratie, effectivement. Fleur Vasseur, je vous propose de regarder la bande-annonce de Meeting Snowden, si vous le voulez bien. It is in these moments of instability where it becomes very fashionable to say the world has gone mad, there's nothing we can do. But I think these are the moments where hope matters the most. Perhaps we become too polite. Perhaps our own comfort is our worst enemy. How long will it be until they arrive? Brigitte and Larry are seeing not just what's here, but what's coming. What frustrates me is I feel like we act as if we live within a democracy. But it's like communists in Russia in 1976. My name is Birgitta Jónsdóttir. The key to be able to function in these sort of times we're in is like being able to let go of fear of change. That's it. Sometimes, just history comes knocking, and this is one of these moments. And the question is, why do we believe in democracy anymore? Oui, parce qu'en fait, j'ai vu le documentaire lorsqu'il est sorti, donc ça fait 2-3 ans. Et donc, j'ai plus de souvenirs précis, mais par contre, en voyant la bande-annonce, je me suis rappelé d'un sentiment que j'ai eu en regardant le documentaire, c'est que j'avais l'impression d'être devant un polar. Alors, est-ce que vous ressenti cette sensation quand vous avez tourné, ou est-ce que ça s'est fait au montage? Alors, petite précision, le film est sorti il y a juste 1 an. Ah bon, voilà. Mais bon, vous devez regarder beaucoup de films. Voilà. Il est sorti en juin 2017. Voilà. Alors oui, bien sûr, quand vous filmez un documentaire sur la démocratie en Russie dans les temps qui nous occupent, vous êtes dans un film d'espionnage. Parce que c'est pas rien d'amener en plus un ancien candidat à la primaire démocrate en Russie, une députée qui a failli être Premier ministre juste la veille du tournage en Russie, dans le contexte d'une élection Trump qui est juste explosive et qui prend le monde à la gorge en fait. Hein. C'est sûr que voilà, vous êtes très
je dirais pas tendu, mais on sent qu'on fait quelque chose d'exceptionnel. Et puis à l'époque où on filme surtout, Edward Snowden n'a pas eu l'extension de son droit de résidence en Russie. Et donc, normalement, son permis expirait 6 mois après notre venue. Et il est il apparaît beaucoup dans des conférences, en visioconférences, etc. Mais il rencontre très peu de journalistes. Et donc, quand on le rencontre, on a presque l'impression que c'est peut-être l'une de ses dernières interviews. Parce que bien sûr, on se dit qu'autant il était utile à Vladimir Poutine au temps d'Obama, autant avec Trump, et ce qu'on peut imaginer de collusion, on se dit il est plus utile à personne. Quoi. Et donc on se dit qu'il est en danger, en fait. Donc oui, il y a beaucoup de stress, et puis on a été très interrompus pendant la conversation, donc on l'a suggéré dans le film, parce que voilà, et on est dans une chambre d'hôtel, mais on sait que voilà, on sait qu'on est attendu, on sait qu'on est surveillé, on sait qu'il y a du passage, on sait qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de léger et de simple pour tout le monde. Est-ce que vous avez apprécié l'ironie de parler de démocratie en Russie, le pays de Vladimir Poutine? Je ne sais pas si j'apprécie l'ironie, je trouve ça triste à mourir que dans nos propres pays, et notamment notre pays des droits de l'homme, on ne puisse pas accueillir ce genre de conversation et qu'il faille en 2017... et les années qui vont venir certainement, aller se cacher vraiment pour avoir cette conversation. C'est pas une ironie, c'est tragique. Voilà, et ça aussi, c'est quelque chose qui, en lui-même, était un facteur de stress, bien sûr. Edward Snowden regrette que les médias se soient concentrés à l'époque sur l'aspect simplement surveillance de cette affaire, et non sur le renoncement à nos droits et nos libertés, qui est bien plus inquiétant. Est-ce que vous l'avez ressenti de cette manière-là aussi? Alors, c'est vrai que c'est un regret de sa part, mais c'était une simplification médiatique, parce que l'idée qui est un peu sous-tendue aussi dans le film, c'est qu'on a un problème avec la façon dont on communique entre nous et la façon dont les médias travaillent. Et qu'on va toujours chercher au sensationnalisme, à l'hyperbole, à l'outrance, à la haine, à la passion primaire, j'ai envie de dire. Et donc parler de surveillance, c'est censé faire plus de clics et faire réagir plus les gens que parler de démocratie, sur lequel, dès que j'ai fini le mot, tout le monde s'ennuie. Vous voyez, c'est terrible, en fait, parce que voilà, c'est pas sexy du tout. Et ce qui est terrible, c'est que on est tous tenus, et je veux dire en laisse, par notre peur du déclassement économique. On est tous concentrés à l'idée de pouvoir avoir de la nourriture pour nos enfants la semaine d'après, de pouvoir leur offrir des vacances ou faire quelque chose. Et donc on est complètement obnubilé par ça. Qui est dangereux, ce qui est et on ne regarde pas du tout le déclassement démocratique, qui lui n'est pas visible. C'est-à-dire, on ne dit pas un jour, tiens, je te prends tes droits, comme on vous dit, tiens, je te prends ton salaire. Mais c'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est complètement indolore. Et donc, non, on le sent beaucoup moins que le reste, donc ça n'a pas d'importance, en fait. Et je pense que toute cette histoire, c'est aussi ça qu'il a eu envie de dire, c'est la perte démocratique est indolore, c'est un peu comme le bonheur, quoi. J'ai entendu ton bruit quand tu as claqué la porte en partant, quoi. Et voilà, et la liberté, ça sera pareil. J'ai reconnu que tu étais là au bruit que tu as fait en partant. Mais quand tu as claqué les portes, et que je ne pourrais plus te récupérer. De la même manière, Larry Lessig, lui, parle du rétrécissement du spectre autour des débats qu'on peut ou pas amener sur des médias grand public ou même en politique. Toute solution ou thématique alternative semble au mieux inopérante, au pire complètement farfelue. Oui, et puis surtout inexistante dans la place de la discussion. Et le maître absolu de la technique, c'est Donald Trump. Il occupe la scène avec des outrances, il occupe Twitter qui est son espèce de mégaphone pour parler à l'humanité. Enfin, il a cassé les médias, il a cassé la chaîne de filtre, en fait. Il s'adresse directement à la population avec cet outil incroyable et il balance, qui sait balancer, obscénité après obscénité, qui ne sont que des distractions par rapport aux sujets fondamentaux et des distractions ulcérisantes qui vont venir taper sur... Même moi, vous voyez, je perds mes moyens en parlant. Je veux dire, qui vont venir taper sur exactement nos peurs et notre indignation. Sauf que c'est une mauvaise utilisation de notre énergie.
Edward Snowden a dénoncé un système, mais il l'a fait de manière, je dirais, tout à fait américaine. On retrouve l'archétype du self-made man ou du héros solitaire, où chacun peut être le héros avec une dimension sacrificielle. Est-ce que vous avez noté une part de storytelling dans tout ça? Non, mais c'est super que vous le notiez. Je pense que ça, c'est en cela que c'est un vrai Américain. Vous savez, c'est ces personnages, il y a une expression pour ça, on appelle ça « bigger than life ». Voilà, ils ont des ambitions, ils ont des destins, ils ont un phrasé. Enfin, je pense que vous travaillez dans les mots, donc vous avez été attentive à la façon dont ils utilisent la langue. Voilà, c'est des gens qui sont plus grands que nature, qui sont plus grands que la vie. Et ça, je crois que c'est vraiment une caractéristique américaine. Ils sont élevés comme ça. C'est le bon côté de l'Amérique. Complètement. On l'a dit, l'intérêt est évident pour la Russie d'avoir Snowden. Il y resterait jusqu'en 2020. Est-ce qu'on sait ce qui se passera ensuite? Personne ne sait. Il a l'autorisation de territoire jusqu'en avril 2020 ou l'été 2020. Personne ne sait, et lui-même certainement pas, ce qui va arriver. Et je mets au défi quiconque d'imaginer notre monde avec les gouvernements qu'on a aujourd'hui en 2020 et de pouvoir faire le calcul de billard à 54 bandes pour comprendre ce qui va arriver à Edward Snowden. Je pense qu'il y a une grande humilité à se dire personne ne maîtrise la situation, vivons au jour le jour, faisons ce que l'on peut quotidiennement. Le reste de la big picture, j'ai envie de dire, on l'a pas et personne ne l'a. Marie-Ange, vous avez choisi de nous parler de l'utopie Internet. Oui. Ce qui n'est absolument pas gagné. Allez-y quand même, tentez votre chance. Non, je vais vous parler d'un ouvrage qui est vraiment passionnant de Fred Turner, qui est professeur à l'université de Stanford. Et dans cet ouvrage, il s'intéresse à comment la contre-culture essentiellement américaine a participé à l'avènement de l'économie digitale telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, il retrace à travers la personnalité de Stewart Brand, c'est un espèce d'entrepreneur réticulaire, il emploie ce mot-là. On suit son parcours, je ne vais pas m'attarder sur son parcours en particulier parce que c'est assez savoureux de le découvrir au fil des pages. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Fred Turner en fait déconstruit le mythe de l'utopie numérique collective et le mythe d'une contre-culture une et indivisible pour montrer comment l'idéal hippie c'est complètement fourvoyé et comment l'American Way of Life et plus particulièrement la Californian Way of Life, est entrée dans un système complètement capitaliste. Alors à la base de l'analyse, deux types de contre-culture, puisqu'il dit qu'il n'existe pas une seule contre-culture dans les années 70, mais deux. La première est complètement politique, c'est un mouvement engagé dans la lutte avec des actions politiques et des moyens politiques pour l'émancipation collective. Et la seconde est complètement apolitique et fait même de la politique plus un problème qu'une solution. L'émancipation individuelle pour ce mouvement en fait passe par l'individu au sein d'une communauté. Seule règle, il n'y en a pas hiérarchie, pas de règle, seulement un état d'esprit partagé. Et je pense que ça vous dit quelque chose comme philosophie de vie. Ils ont une pensée commune. En fait, ils se battent contre la technologie industrielle. Alors, dans les années 60-70, on est en pleine guerre du Vietnam. L'ordinateur est vu comme un instrument de surveillance et de déshumanisation. Et en fait, ils font l'apologie des technologies de petite échelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la musique avec les Grateful Dead en figure de proue. Et par exemple, le LSD, en fait, toutes les technologies qui peuvent créer un état de conscience partagé. Alors, Turner, vous l'aurez compris, s'intéresse surtout à cet aspect-là. Et il prend le point de départ de Brand. Son expérience, en fait, c'est son expérience avec le LSD, comme souvent, comme dans les années 60-70, sera marquante puisqu'il décidera de fonder le World Earth Catalog, qui est un catalogue complètement incatégorisable, si ce mot existe. En fait, il recense des objets par un réseau d'auteurs qui peuvent être utiles à la fois à la vie pratique et à la fois à la pensée. Alors, on trouve des ustensiles, des outils de maçonnerie, des ordinateurs, des synthétiseurs, des cours de philosophie. Enfin bref, c'est une sorte de moteur de recherche sur papier. Alors LSD, médias ouverts, anti-bureaucratie, communauté soudée, partage d'idées et d'expériences. Ceux qui n'avaient pas pris en fait avec l'idéal hippie communautaire auraient pu prendre avec le développement du réseau dans les années 80-90 de beaux projets, de belles idées. Mais on est loin quand même de l'utopie, on est plus, voire carrément dans le capitalisme. Oui, à cause d'un seul mot,
Le même est toujours le conservatisme. En fait, on s'est aperçu, et Fred Turner le montre bien dans son ouvrage, que les communautés se disant ouvertes et hippies étaient essentiellement blanches, intellectuelles et masculines, et elles étaient incroyablement conservatrices. Il prend l'exemple frappant du magazine Wired, qui est la Bible des technophiles, créé dans les années 90. Alors, à sa tête, un ultra-républicain Rosetto et un compère de Brand, Kevin Kelly. Ce magazine permettra à la nouvelle droite de répandre en fait ses analyses libertariennes, et il voit le réseau et le futur réseau Internet comme une œuvre de la main invisible, c'est-à-dire d'un mécanisme autorégulateur. En fait, on se situe à la lisière entre les idéaux bohèmes du libéralisme économique contre toute intervention de l'État. Alors, on est en plein dans les années 90, on entre dans la nouvelle économie numérique comme vecteur d'émancipation individuelle, avec pour modèle l'entrepreneur créateur comme nouveau modèle social à atteindre, un individu épanoui. Et on est dans la croyance fondamentale selon laquelle la technologie est vecteur de changement social positif. Alors, que reste-t-il de Brand et de sa contre-culture? En fait, ça s'est transformé en lifestyle. Vous savez, le fameux mot fourre-tout. On assiste en fait à, je le disais tout à l'heure, à un modèle californien de vie de cet entrepreneur un peu créateur, branché, qui vit dans la musique des années 70, qui se consomme de la drogue et qui travaille en nomade et qui n'a pas de hiérarchie. Aujourd'hui, ce modèle-là est devenu pour les jeunes en fait un modèle, là où dans les années 60-70, l'artiste engagé et politisé était le modèle. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneur créateur de richesse, le modèle. Les dirigeants du GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon l'ont très bien compris, puisque maintenant, ils intègrent dans leur discours des éléments de la contre-culture. Et notamment, Steve Jobs a utilisé le fameux Stay Hungry, Stay Foolish, qui vient du World Earth Catalog. Alors, oui, allez-y. Je conclus juste. La peur et le regret de Turner dans cet ouvrage, en fait, c'est l'abandon du terrain politique. Aucune technologie ne changera le monde, dit-il, sans action politique et profondément sociale. Il compare le modèle californien au modèle français. Il dit que la France, ce qui l'a sauvé, c'est sa conscience politique, dont mai 68 a été le symbole et le point culminant. Et en même temps, la France est en train de devenir une start-up nation. En même temps. Merci Marie-Ange. Vous dites, Fleur Vasseur, qu'Edward Snowden habite l'Internet. C'est son seul refuge aujourd'hui? Oui, je pense que c'est son principal moyen d'apparition, en fait. Il intervient au moins une fois par jour dans une fac ou dans une conférence via visioconférence. Donc, et il est toujours sur fond noir. Et oui, donc c'est ces genres de fugitifs où, vous savez, il est en Russie, mais où enfin voilà, c'est le seul moment où on peut ouvrir la porte, en fait. Ouais, une bulle, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est cette histoire d'apatride, en fait. Surtout, si vous voulez faire ce genre d'action aujourd'hui, il faut être prêt à renoncer à votre pays et à n'habiter plus que d'un endroit où on peut tout à coup vous saisir, quoi, et faire vos apparitions, redisparaître, etc. Alors, Fleur, vous avez présenté Meeting Snowden hier soir à la médiathèque de Petret-Tobikizan. Absolument. Et ce matin, au lycée de Sartène, grâce à l'association Altalege. Alors, vous l'avez présenté un petit peu partout, comment est reçu le documentaire? Quelles sont les questions qui reviennent généralement? Ce qui revient à chaque fois, ce qui surprend tout le monde, et moi la première en fait, c'est d'abord la poésie du propos. Parce que oui, c'est un film sur la démocratie, en même temps c'est un film sur notre temps, et la façon dont il est raconté est extrêmement poétique. Ce qui surprend à chaque fois, c'est qu'on découvre un nouveau Snowden, en fait. On l'a vu lanceur d'alerte, on l'a vu en fuite, et là on a quelqu'un qui est très calme, très digne, qui compte chacun de ses mots et qui a un message, certains disent stellaire, parfaitement maîtrisé et extrêmement émouvant, en fait, sur ce qui est en train de nous arriver et sur ce qu'on peut faire et sur le rôle
de tout le monde et avec une espèce de vision assez universelle de la convergence des luttes, en fait. Donc voilà, ce qui émeut beaucoup les gens, c'est la personnalité de Snowden et aussi la personnalité de Birgitta et de Larry qui viennent voir. Ils se complètent parfaitement et c'était pas gagné. Ils viennent se voir avec ce désir de faire quelque chose ensemble. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Enfin voilà, il y a cette rencontre qui est inattendue avec des personnes qui sont finalement relativement inattendues. Alors pas par moi, parce que je sais ce qu'elles font, mais le grand public ne les connaît pas assez. Effectivement, c'est une jolie occasion de les découvrir. En tout cas, Flore Vasseur, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Et on vous retrouve dans quelques minutes au cinéma L'Ellipse pour une projection exceptionnelle de Mythique Snowden à 21h30 à L'Ellipse à Ajaccio. On invite nos téléspectateurs à s'y rendre parce que c'est vraiment top. Et on remercie Christine Siméon et les rencontres et l'association Alta Legge qui auront lieu, je le rappelle, du 20 au 22 juillet cette année pour thème la Grèce et la montagne, si je ne m'abuse. Marie-Ange, Philippe, merci beaucoup. À très bientôt aussi. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui et ça continue sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.